On est passé en quelques années de 0 à près de 320 millions d'euros. Le groupe a fait plus de 31% de croissance en 2024. On a présenté une toute nouvelle génération de robots humanoïdes et de robots quadrupèdes. Sur le long terme, on sait que le prix de l'électricité va continuer d'augmenter. Le rêve, c'est de tendre vers l'autonomie, l'autoconsommation. J'ai vendu l'entreprise en août 2002 pour 30 millions d'euros à l'époque. Moi, j'avais à peine 27 ans, ça fait bizarre. Aujourd'hui, podcast vraiment exceptionnel puisque j'ai eu le plaisir de recevoir Stéphane Bobo. Actuellement, je peux clairement dire que Stéphane fait partie du top des meilleurs entrepreneurs français. Il a un parcours hors norme que je vais pas vous raconter dans l'introduction, sinon elle sera beaucoup trop longue. Aujourd'hui, il est à la tête d'Innovate. Donc Innovate, c'est un groupe qu'il a fondé en 2012, spécialisé en distribution de produits connectés et de nouvelles technologies. Et là, vous allez vous dire, mais quel rapport avec la transition énergétique? En 2022, Stéphane a lancé Innovate Power, un nouveau pôle de son groupe dédié essentiellement aux technologies liées à la transition énergétique. Avec des solutions solaires, drones thermiques, équipements de maisons connectées, l'objectif est clair, bâtir la maison du futur, connectée et énergétiquement autonome. Aujourd'hui, Innovate, c'est plus de 250 millions de chiffres d'affaires et plus de 200 collaborateurs dans le monde entier. Bref, vous l'avez compris, c'est pas un podcast ordinaire, on a affaire à l'élite de l'entrepreneuriat français. Et encore, je vous ai même pas parlé de ce qu'il a fait avant Innovate. Mais ça, vous allez le découvrir tout de suite dans le podcast. Mais avant, on compte sur vous pour liker, commenter la vidéo et vous abonner à la chaîne. Je vous laisse tout de suite profiter de cette discussion exceptionnelle. C'est parti. Stéphane, comment ça va? Eh ben super, ravi d'être avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Trop content que tu sois avec nous parce que je pense que ça va être super intéressant au vu de l'actualité et de ton parcours. Donc justement, présente-toi un peu rapidement et après on va revenir justement sur ton parcours pour voir comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc je te laisse te présenter déjà. Donc je suis Stéphane Bobo, je suis le fondateur et président du groupe Innovate, spécialisé sur les produits connectés. Et on le verra, les produits connectés, c'est très, très, très large. Exactement, complètement. Donc justement, je pense que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc déjà, raconte-nous comment est-ce que tu en es arrivé là, comment est-ce que ça a commencé, est-ce que tu as commencé directement dans les produits connectés, comment tu as commencé un peu ton parcours? Alors, en fait, à la base, je suis passionné de musique, j'étais ingénieur du son, j'ai fait mes études à Lyon. Et c'est une terrasse de café à Lyon, au Café des Négociants. J'ai eu l'idée de ma première entreprise. C'était dans 96. C'était le début de la téléphonie mobile. On était avec un ami à cette terrasse de café. Il y a un téléphone qui sonne. Et moi qui étais à fond dans la musique, j'étais le DJ le week-end. Et je me dis, oh là là, ce serait tellement bien que cette sonnerie soit les Daft Punk. Around the World. Et c'est comme ça que je suis parti à Paris en ayant cette idée en tête de dire je rêverais de développer une technologie qui permette de télécharger en fait le dernier tube du moment en sonnerie de téléphone. Voilà. C'était à l'époque où les téléphones faisaient encore bip 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 bip. Et donc je suis arrivé à Paris et en 98, donc en mars 98, j'ai créé ma première entreprise, DigiPlug, avec l'aide d'un business angel qui a cru en moi parce que j'avais pas de sous. J'ai vendu mes platines de DJ à l'époque pour souscrire à mes propres titres. Et donc, j'ai créé l'entreprise avec 12 000 euros, avec l'aide de ce business angel, Jean-Paul Boulan, qui m'a hébergé dans ses bureaux, qui m'a fait confiance. J'ai pu déposer mes brevets sur cette technologie-là. Et puis après, c'est allé assez vite. 4 ans après, j'ai fourni cette technologie à la quasi-totalité des fabricants de téléphones mobiles de l'époque dans le monde, sauf Nokia qui avait sa propre technologie, mais c'était aussi une opportunité pour moi parce que tous les autres n'avaient pas vu ce marché du téléchargement de sonnerie. Mais c'est quoi la technologie concrètement? C'est quelle technologie En fait, c'est une technologie qui permettait de compresser, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que la seule data qui était la seule donnée qu'on pouvait transmettre, c'était via le SMS. Il n'y avait pas encore la 3G ni la 4G. Donc en fait, le SMS, c'était le moyen de transporter au-delà du texte de la data. Et donc ma technologie permettait de prendre un fichier musical MIDI. Et donc j'avais un de mes très bons amis, Nir, qui était avec moi en colocation. On se partageait, on était 3 amis à 3 dans un appart. Il me faisait les fichiers sonores en MIDI et ensuite,
ma technologie permettait de compresser ce fichier en 140 octets, qui était le poids maximum autorisé par un SMS, parce que le SMS, c'est 140 caractères pour du texte à l'époque, et c'était limité. Et donc, il fallait que tout rentre là-dedans. Et ensuite, j'avais un player qui était dans le téléphone. Donc là, je vendais ce logiciel aux fabricants de téléphones en disant, quand vous allez recevoir ces données-là, il va falloir les jouer. Et donc, je fournissais aussi le logiciel le player dans les téléphones. Ok, mais pour comprendre, toi, tu as fait des études par rapport à ça sur ce domaine-là. Est-ce que tu as des compétences techniques en création de projets comme ça ou c'est juste tu délègues à des personnes? Non, je connaissais rien à l'entrepreneuriat. J'étais juste passionné de musique. Je m'intéressais énormément au traitement du signal. J'ai trouvé un ingénieur qui a travaillé avec moi sur cette technologie-là, qui était à Montpellier à l'époque. Et donc, on travaillait ensemble sur le développement de ces technologies. Et donc, j'ai dû aller chercher des compétences spécifiques et puis ensuite aller rencontrer les opérateurs télécoms pour leur expliquer que le téléchargement de sonnerie allait être un nouvel Eldorado de revenus de service au-delà de la voix et du SMS. Le premier opérateur en France qui m'a fait confiance, c'était Bouygues Télécom. Et puis ensuite, qui m'a présenté à des fabricants en disant la techno, elle est super. On va discuter avec Sagem, Alcatel, Philips, Mitsubishi. Et comme ça, en fait, j'ai pu avoir accès à l'ensemble des fabricants de téléphones pour leur proposer cette solution avec le soutien des opérateurs qui étaient très intéressés pour avoir ces revenus de service. Ok, et comment tu te formes à l'entrepreneuriat? Parce que moi, je suis justement adepte du fait qu'on apprend sur la pratique. C'est un peu ça en fait, c'est tu te lances et tu as appris sur le tas entre guillemets ou tu as quand même lu des livres, je sais pas, peut-être qu'il n'y en avait pas aussi à cette époque-là, je sais pas. Alors c'est vrai que le côté start-up était beaucoup moins à la mode, à la mode qu'aujourd'hui ou qu'il y a encore quelques années. Il n'y avait pas vraiment d'écosystème, il n'y avait pas d'incubateur, il y avait très peu de fonds d'investissement. Quelques business angels, mais c'était assez confidentiel. Moi, j'ai eu la chance d'être épaulé par un business angel qui était quelqu'un d'une très grande expérience dans l'investissement et qui m'a pris sous son aile, qui m'a hébergé dans ses bureaux, qui m'a mis à disposition sa comptable pour tout l'aspect administratif, parce que justement, c'est des aspects que je ne connaissais pas du tout, en fait, qui m'a aidé à ouvrir le compte en banque. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être épaulé par un business angel. Mais après, il fallait tout faire sur le business. Donc, la technologie, aller rencontrer les clients. Et puis, moi, à l'époque, j'avais 23 ans. Donc, je mettais à l'époque un costume et une cravate pour faire plus vieux. Parce que c'était pas facile d'être crédible à cet âge-là. Ouais. Surtout à l'époque. Il faut se dire que ça remonte à maintenant près de 27 ans, la création de cette première entreprise. Donc, c'était pas spécialement à la mode d'être jeune et start-up, en fait. Ça pouvait faire plutôt peur aux grands groupes de contracter avec une jeune entreprise et un jeune dirigeant. Donc voilà, donc c'était des épreuves, mais finalement, le fait que la technologie soit complètement dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il y avait une attente de développement de nouveaux services, il y avait une attente du consommateur pour personnaliser son téléphone. On était aussi dans cette époque du MP3 où il y avait une forte inquiétude des maisons de disques sur tout ce qui était digital. Et moi, je suis allé à la rencontre des maisons de disques pour leur expliquer qu'on avait un moyen de sécuriser les transferts de musique et de leur reverser des redevances sur chaque téléchargement. Et donc, c'est pour ça que ce qui était hyper intéressant chez Digiplug à l'époque, c'était d'être en capacité de faire à la fois un accord avec les opérateurs qui allaient commercialiser le service, à la fois avec les fabricants pour leur vendre un logiciel embarqué dans leur téléphone, et puis de faire un accord avec les maisons de disques pour digitaliser ce catalogue en sonnerie et puis être capable de leur reverser des droits. Et tu dirais que c'était quoi ta compétence justement pour Digiplug, pour la faire réussir? Parce que tu n'as pas de compétences techniques au début. Donc c'est quoi ta compétence? C'est ta manière de te faire du réseau, d'aller chercher des partenaires? En fait, l'entrepreneur, il n'est pas forcément expert sur un sujet, mais il doit être agile sur l'ensemble des sujets. Et je pense que c'est une des capacités qui ont fait que j'ai pu réussir cette entreprise.
c'est ma capacité à discuter avec l'équipe R&D d'un fabricant, discuter avec les équipes service d'un opérateur, parler musique. Et là, c'était quand même... voilà, j'étais passionné de musique, donc forcément, les maisons de disques voyaient que voilà, je savais de quoi je parlais. Et puis en plus de... Voilà, donc on était dans... C'est cette capacité, cette agilité, en fait, à passer d'un sujet à l'autre et pas d'être uniquement expert dans un sujet. Et donc, c'est quoi? Donc, DigiPlug, ça évolue comment au niveau chiffre d'affaires? C'est allé très, très vite, en fait. Au bout de 4 ans, j'ai été approché par une société japonaise qui avait développé un service de téléchargement de sonnerie au Japon. Le Japon, à l'époque, il faut se rappeler que c'était... lorsqu'on voulait regarder le futur, on regardait le Japon. Donc, toutes les technologies mobiles, l'innovation, elle était au Japon à l'époque. Maintenant encore ou non, plus maintenant. Ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est la Chine. Ah d'accord, ok, d'accord. Mais à l'époque, c'était encore le Japon. Ok. Et donc, cette société était leader sur ces technologies de téléchargement de sonnerie au Japon. C'était le leader incontesté. Ils fournissaient la technologie très spécifique parce qu'eux, ils avaient une technologie qui s'appelait l'iMode à l'époque. Nous, on était sur le GSM. Mais ils avaient 3 ans d'avance, une société beaucoup plus grosse que la nôtre. Et donc, ils m'ont approché en 2002 pour me racheter et qu'on fasse une technologie qui soit mondiale. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu l'entreprise en août 2002 pour 30 millions d'euros à l'époque. Moi, j'avais à peine 27 ans. Ok. Donc, ça fait bizarre. Bien sûr, bah oui. Surtout de faire un deal avec des Japonais, avec tout la différence culturelle. Voilà, donc c'était passionnant. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On se dit quoi à ce moment-là? Comment est-ce qu'on garde la tête sur terre, surtout quand on a 27 ans, c'est jeune, et qu'on a une revente à 30 millions Ouais, alors, dit comme ça peut paraître simple, mais en fait, durant ces 4 années, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Faire de la R&D, intégrer des technologies avec plusieurs fabricants, je veux dire, il y avait des investissements importants. J'avais fait rentrer à l'époque 2 investisseurs au capital. J'avais une forte pression. Je crois que 6 mois avant de vendre l'entreprise, j'avais un de mes investisseurs qui disait que j'étais plus compétent, qu'on n'allait pas y arriver. Il voulait revoir toute la stratégie. Et puis, 6 mois après, quand finalement j'ai vendu l'entreprise avec succès, j'étais le meilleur et c'était sûr que ça allait marcher. Donc voilà, enfin, je veux dire, ça permet de garder les pieds sur terre. Ça veut dire que le succès, l'échec, c'est quelque chose où on peut basculer très vite d'un côté ou de l'autre. 6 mois avant de vendre, j'étais le dernier des nuls. Et puis, une fois que j'ai vendu, j'étais la star. J'étais meilleur entrepreneur Europe en 2002. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et ça permet quand même de se dire, bon, il faut garder la tête froide. On sait que ça peut basculer d'un moment à l'autre. Il faut rester serein. Il faut rester aussi avec ses convictions. C'est bien d'écouter, mais beaucoup de gens. Et puis, mais à la fin, il faut savoir que c'est à l'entrepreneur de prendre ses décisions. Bien sûr. Et parce qu'à la fin, on est seul face à l'échec. Ou voilà, la réussite, bon, il y a plus de monde pour la partager, mais souvent l'échec, on se retrouve un peu seul. Donc, il ne faut pas avoir peur d'assumer ses décisions, en fait. Ok, incroyable. Et donc, justement, la suite, alors justement, je précise, parce qu'il y a des personnes qui doivent regarder le podcast, qui doivent se demander, parce qu'on est une chaîne 100% sur l'énergie, ils doivent se dire, mais quel rapport avec l'énergie? Vous allez comprendre. On y arrive. On y arrive, vous inquiétez pas. Donc, justement, la suite, donc déjà, la suite de l'aventure, donc je signe avec mes Japonais, 2002. Super. Moi, je suis hyper excité à l'idée de créer un leader mondial autour de ces technologies de transfert de musique. Je fais des allers-retours tous les mois au Japon. On fait une introduction en bourse de la boîte japonaise. Donc, pareil, donc je suis un peu le visage occidental pour montrer l'expansion japonaise dans le monde via l'acquisition de DigiPlug à l'époque. On fait cette introduction en bourse qui est un vrai succès. Et puis ensuite, rapidement, je m'aperçois que les Japonais, en fait, sont concentrés sur le marché japonais. Moi, je voulais partir très vite en Chine parce que je sentais l'émergence d'acteurs chinois sur la fabrication de téléphones. Donc, je voyais qu'il y avait un levier pour l'extension des licences de mes logiciels en Chine. Et puis, je vois que les Japonais, eux, sont très...
très concentré sur le marché, puis finalement, il ne me donne pas les moyens de réellement me développer comme il me l'avait promis, parce que j'avais le titre de patron de la stratégie technologique mondiale. Okay. Donc, c'était une super belle carte de visite, mais dans les faits, en fait, je ne faisais pas grand-chose, parce que les Japonais décidaient de tout en japonais. Je venais aux réunions, je n'avais pas de traducteur. Bon, c'était très compliqué, assez frustrant, en fait. Et donc, au bout d'un an, j'ai fait mon lock-up, j'ai mis en place une équipe de direction en Europe. Et puis, je leur ai dit que j'allais partir. Voilà. Et donc, 2003, je quitte l'entreprise et je démarre tout de suite un nouveau projet qui s'appelait ModLabs à l'époque, Mobile on Demand, avec l'idée d'aller au-delà des sonneries, au-delà de la personnalisation du téléphone, de dire on va faire des téléphones sur mesure. Parce que j'avais vu cette émergence de nouveaux fabricants qui venaient d'arriver d'Asie, de Taïwan, de Corée, de Chine. Et les fabricants européens, qui étaient à l'époque les Alcatel, les Sagem, les Philips, tous ces gens-là, qui étaient des acteurs majeurs du télécom dans le monde, sous-traitaient de plus en plus leurs produits à des sous-traitants asiatiques, et voire même toute la R&D. Et donc, je me disais à l'époque, mais alors quel est l'intérêt de s'appeler Alcatel ou Philips si on ne fait plus rien dans un téléphone, en fait? Et donc, je me dis, bah, moi aussi, je peux faire un téléphone. Donc, je démarre ModLabs, qui voulait dire Mobile on Demand, avec l'idée de créer des téléphones sur mesure et des accessoires. Et donc, je reprends une activité d'accessoires à l'époque, parce que je ne connaissais rien au métier de la distribution. Je connaissais bien les métiers de la R&D, du développement, de tout cet écosystème industriel, des fabricants de semi-conducteurs, parce que je travaillais avec tous ces gens-là. Mais je ne connaissais pas grand-chose à la distribution physique. Donc, je reprends une société d'accessoires et avec l'idée d'être assez indépendant sur le fait de fabriquer et de distribuer les produits et de ne pas être uniquement lié aux opérateurs télécoms. Même si à l'époque, les opérateurs télécoms étaient le premier canal de distribution parce que 95% des ventes de téléphones se faisaient en pack via un opérateur de téléphonie. Et donc, je vais à la rencontre des opérateurs pour leur proposer de faire des téléphones sous leur marque. Et on a fait plusieurs opérations comme ça avec des opérateurs en France et en Europe. Et puis rapidement, je vais voir des marques et des marques de luxe. Et en disant, comme ça s'est fait dans le parfum, dans l'horlogerie, je propose de faire du téléphone de luxe. C'est quoi un téléphone de luxe alors un téléphone de luxe, bon, il y a encore, à chaque fois, je retrouve des photos de ces téléphones sur Internet avec Tag Heuer. On a signé la licence mondiale avec Tag Heuer qui fait des montres. Et on a fait un téléphone qui s'appelle le Méridiste, qui est un téléphone en acier 316L avec une glace saphir, avec un deuxième écran au-dessus pour avoir 2 faisceaux horaires, une autonomie qui allait jusqu'à 30 jours avec un dos en alligator. 30 jours d'autonomie? Ouais, à l'époque, c'était téléphone, voix, SMS. Ah, okay. Il n'y avait pas encore iPhone. Okay. Ouais. Et donc, à côté, on avait un BlackBerry. Souvent, on avait 2 téléphones, en fait. Et donc, c'était le téléphone... un peu pour frimer. Okay, ouais. Et d'ailleurs, nos clients étaient des clients très internationaux. C'était bien sûr le Moyen-Orient, la Chine, la Russie qui étaient nos marchés principaux. On avait un concurrent à l'époque qui s'appelait Vertu, qui était une filiale de Nokia, même positionnement que nous, téléphone ultra luxe. On démarrait à 4-5 000 € le téléphone jusqu'à plus de 100 000. Ah ouais. C'était incroyable. Et donc, on a travaillé aussi avec Christian Dior. On a fait des téléphones pour Dior, le Diorphone, avec un téléphone à clapet très élégant. Enfin, c'était magnifique. Donc voilà, on avait à la fois une activité grand public d'accessoires et de téléphones grand public et cette manufacture, alors pas une manufacture horlogère, mais une manufacture de téléphone dans lequel on faisait de la fabrication en France. Et on avait tout relocalisé déjà à l'époque pour fabriquer en France et avoir ce made in France sur nos produits à l'époque. Et donc, avec une distribution mondiale. Et c'est allé très, très vite parce qu'on est passé d'une vingtaine de millions d'euros en 2004 à plus de 150 en 2006. Je me suis coté en bourse. Alors moi, j'avais un peu plus de 30 ans. J'avais jamais fait une introduction en bourse. C'est quoi l'intérêt de se coter en bourse, en soi, pour comprendre? L'intérêt, c'est de pouvoir lever des fonds plus largement, plus rapidement,
même si le process d'introduction en bourse est quand même assez long et assez douloureux quand on ne le connaît pas. Mais finalement, une fois qu'on est coté, ça permet d'avoir accès au marché, donc avec des capitaux importants, de pouvoir aussi apporter de la liquidité potentiellement à des actionnaires financiers, parce qu'à l'époque, j'avais fait rentrer juste avant bourse AXA Private Equity au capital. Et un autre fonds également. Et donc, c'était aussi leur donner un accès à la liquidité et puis pouvoir faire des acquisitions aussi, de la croissance externe plus facilement, parce que quand on est coté, c'est extrêmement simple pour pouvoir faire des acquisitions. On peut faire des échanges de titres, on peut relever de l'argent très rapidement. En 3 semaines, on peut monter une opération de levée de fonds. Parce que toutes les informations financières de l'entreprise sont publiques. Donc, en fait, il n'y a plus besoin de faire d'audit qui dure des mois et des mois. Donc, la société est publique. Donc, elle est gérée avec toutes les contraintes d'être publique. Hein. Donc, il faut donner ces chiffres très régulièrement. C'est quand même une lourdeur financière qui est importante, mais qui, après, permet d'être beaucoup plus agile. Voilà. Donc, et ça joue sur la crédibilité aussi de la boîte, j'imagine ? Oui, forcément. Lorsqu'on est public, ça démontre aussi une certaine structuration financière de l'entreprise, aussi une transparence sur l'information qu'on communique, parce que tout est scruté, toutes les annonces, il faut être capable de suivre, de délivrer chaque trimestre les prévisions. Donc, c'est une rigueur. Donc, ça donne aussi une certaine crédibilité pour travailler avec des grands groupes. Et comment tu gères cette hypercroissance ? Parce que tu nous dis de 20 millions, alors déjà tu es parti de 20 millions, c'est déjà énorme, 20 millions jusqu'à 150 millions et je sais pas jusqu'à où ça a fini. Ouais. C'est une hypercroissance, j'imagine, toi tu la vois de l'intérieur. Comment est-ce que tu gères ça ? Est-ce que déjà tu arrives à dormir la nuit tranquillement ? Est-ce que tu arrives à gérer cette vie professionnelle et personnelle ? Comment tu gères ça ? C'est assez grisant, c'est vrai, surtout à l'âge que j'avais à l'époque, parce que là, maintenant j'ai 50 ans. Okay. Mais à l'époque, j'avais 30 ans. C'est assez grisant. J'étais sorti de ma première expérience avec succès, mais avec, comme je te le disais, aussi ce côté, gardons la tête froide, parce que tout peut basculer quand même assez vite. Donc, j'ai toujours eu cet esprit assez critique aussi sur ce qu'on faisait pour pas m'emballer, même si c'est assez perturbant parce qu'à un moment donné, tu dis tout ce que je touche, ça marche. Ouais, parce qu'il faut le dire, la DigiPlug, c'est ta première boîte. C'est ma première entreprise. Ouais. Niveau statistique, c'est très rare de réussir sa première boîte. Ouais, c'est vrai. C'est énorme. Et donc la deuxième, très rapide aussi. Je fais une introduction en bourse en 2006. On lève 60 millions d'euros. La société capitalise à pas loin de 200 millions. Et en fait, je m'emballe un peu quand même. C'est-à-dire que j'ouvre un peu trop de filiales. J'ouvre une filiale aux États-Unis, j'ouvre une filiale en Italie, en Angleterre. Pris par la pression de la bourse. Parce qu'il fallait aller très vite. La pression aussi de montrer que ça doit délivrer très très vite, alors que parfois, malheureusement, créer un nouveau marché, ça prend du temps. Et surtout là, on débroussaillait un tout nouveau marché qui était de fusionner technologie et luxe avec les téléphones. Donc, avec encore beaucoup d'inconnus. Donc, c'était un peu tôt. Et on arrive en 2008, crise financière. C'est la crise financière américaine des subprimes. Et là, je me rappelle, je regarde BFM à la télé le matin. Et là, on voit les types de Lehman Brothers qui sortent avec leurs cartons, les licenciements massifs aux États-Unis, les banques qui répondent plus au téléphone. Et là, je me dis, voilà, là, c'est la fin du monde. Le cours de bourse par terre, la boîte vaut moins de 15 millions. Et là, tout est dur. Et on avait fait une acquisition qu'on avait payée très cher à Hong Kong, on a payé 30 millions de dollars, qu'on a dû céder pour $1 million parce qu'ils étaient sur le marché américain et ils avaient perdu leur plus gros client. Bon, voilà. Et là, d'un coup, tout va mal. Et là, c'est dur. Et c'est là où il faut être résilient, tenir bon, avoir surtout une équipe solide. Et une de mes grandes fiertés aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe qui travaille avec moi depuis près de 20 ans. Ma directrice financière, on va fêter ce mois-ci nos 20 ans. Incroyable. Avec Françoise.
Et elle m'a rejoint en 2005. Voilà, on est en 2025. Ça fait 20 ans qu'elle me suit dans mes aventures. Mon directeur général, Serge Simon, ça fait 19 ans. Il m'a rejoint en 2006. Il a attendu quand même que je sois coté en bourse pour que je le paye parce qu'il avait... Voilà, j'avais pas les moyens avant de le payer. Mais voilà, ça fait 19 ans qu'on travaille ensemble aussi, qui m'a suivi dans toutes mes aventures. Mon frère aussi, qui était avec moi à l'époque. Et donc, voilà, c'est aussi une histoire de personnes et d'équipe. Et donc, on a su passer ces étapes difficiles de la crise financière. Et finalement, on a passé ce cap, on a sécurisé l'entreprise avec une opération de financement à l'époque qu'on a montée en 2009. Et en 2011, j'ai cédé le groupe en 2 temps. Une partie, tout le business grand public, accessoires et téléphones, je l'ai cédé à une autre société cotée qui s'appelle Big Ben, qui était dans le jeu vidéo, qui voulait se diversifier dans la téléphonie. J'ai cédé cette activité pour 100 millions d'euros à l'époque. Bon, tout ça est public, c'est pour ça que je peux en parler, quand on était coté. Et puis, on a cédé ensuite l'activité luxe hors bourse ensuite. Et 2012, une fois que ces opérations ont été menées, donc c'est une super aventure, mais je sentais qu'il fallait à un moment donné évoluer vers des nouveaux marchés. Et c'est pour ça que j'ai créé Innovate en 2012. Après avoir cédé ces activités-là, en 2012, j'ai créé Innovate avec l'ambition, ou plutôt la vision au départ, que le téléphone allait devenir une télécommande. iPhone était dans sa période où ça y est, on rentrait dans le monde des applications. Et donc, quand je crée Innovate, je me dis que le téléphone va devenir une télécommande universelle et qu'autour de cette télécommande, il va y avoir plein de produits connectés qui allaient arriver. Et c'est comme ça que je crée Innovate. Et juste avant de rentrer sur Innovate, juste pour comprendre, tu as vendu donc DigiPlug avec 30 millions, ensuite tu vends l'autre boîte à plus de 102 millions. Tu repars directement à la guerre juste après ça avec Innovate, ou est-ce que tu te dis, attends, est-ce que je peux souffler un peu et prendre des vacances parce que tu le mérites? Non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que, en fait, on m'a fait la réflexion il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que j'ai jamais pris de break. En fait, j'ai toujours enchaîné les aventures. Alors, j'ai connu certains entrepreneurs qui avaient cédé leur entreprise et qui avaient pris un long break d'1 an. Moi, je crois que ça me fait un peu peur. En fait, j'ai peur de ne pas arriver à redémarrer. Ouais. En fait, d'arriver à décrocher et de plus être dans le mouvement. Voilà. Surtout que tu es dans un marché qui bouge beaucoup. Ouais, ça n'arrête pas. Enfin, je veux dire, Et donc, en même temps, c'est grisant parce qu'il y a sans arrêt de la nouveauté, il y a sans arrêt de l'innovation. C'est stressant parce qu'on se dit, il ne faut pas louper le virage. Donc, il faut quand même être bien réveillé. Et c'est pour ça que je crois que j'ai toujours enchaîné, en fait. Et donc, j'ai directement enchaîné sur la création d'Innovate. Et avec l'idée de créer ce spécialiste des produits connectés, en fait. Après, la raison, je pense aussi, c'est que tu aimes ça, finalement. J'aime l'innovation. Et d'ailleurs, c'est le nom du groupe, Innovate. Parce qu'en fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'innovation. Depuis le début, j'ai toujours été... passionné par les produits, la technologie, l'innovation. C'est pour ça que j'ai décidé de créer le groupe Innovate et de se tourner vers le monde de demain qui sont les produits connectés. Ok, donc justement, tu crées Innovate donc en 2012. Donc c'est quoi le premier objectif, le premier service de Innovate? Comment ça se passe? Alors, ça va très vite. Comme d'habitude. En fait, pour démarrer... Donc, pareil, j'ai mon équipe de direction, Serge, Françoise, mon frère. Ils disent, bon, allez, on y va, quoi. On se relance. J'imagine que tu as un réseau en plus. Et en fait, à l'époque, la vision, c'était le hardware. C'est-à-dire, OK, en fait, les produits connectés, ça va être tout un tas de produits qui vont graviter autour du téléphone. Mais il n'y avait pas tous ces objets qui étaient encore là. Et le marché n'existait pas. Le seul produit connecté, c'était le téléphone. Et donc, je crée en novembre 2012 Innovate et je reprends une filiale de Bouygues Télécom qui faisait de la distribution de packs pour l'opérateur. Et c'est une entreprise qui perdait beaucoup d'argent. À l'époque, ils perdaient près de 9 millions d'euros.
Et il y avait plusieurs repreneurs à cette reprise. Moi, j'étais le seul repreneur qui a dit « Ah oui, mais moi, en fait, la vente d'abonnement, c'est pas mon business, c'est le vôtre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les équipes, la capacité logistique, les contrats avec des fabricants de téléphones, parce que je suis persuadé que le marché va basculer de l'abonnement vers le sans engagement. » Et on tombe dans la même époque où Free se lance, en 2012, avec cette promesse du sans engagement. Le sans engagement, c'est vous prenez votre abonnement d'un côté et vous choisissez votre téléphone de l'autre. Et donc, je reprends Extenso avec cette vision de dire ça va devenir un spécialiste de la vente de téléphones sans abonnement. Et ça va assez vite. Donc, on convainc la quasi-totalité des fabricants, dont un fabricant en particulier qui venait d'arriver, qui était Huawei, tout début 2013, et je leur explique ma vision de dire écoutez, vous avez d'un côté le business avec les opérateurs, mais de l'autre, vous allez avoir un autre business qui va s'ouvrir, c'est le marché du SIM-free, du sans-engagement, du retail. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'être votre partenaire de distribution pour démocratiser vos produits auprès du grand public et pas simplement vendre un abonnement, mais vendre un produit, en fait. Et tous les fabricants me font confiance. Incroyable. Et donc, ça va très, très vite. On devient un très gros distributeur, le premier distributeur de smartphones en France à l'époque. Et ça va même trop vite. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on se fait happer par la croissance. On est passé en quelques années de 0 à près de 320 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est intéressant parce que c'est une hyper-croissance. On est devenu le partenaire de très grands groupes de smartphones. Mais à un moment donné, il ne faut pas perdre de vue la stratégie de départ. La stratégie de départ, ce n'était pas d'être un distributeur de téléphone. C'était d'être un spécialiste des produits connectés. Le téléphone étant qu'une télécommande. Et donc, on a accompagné tout ce marché jusqu'en 2018. Mais avec l'ambition de se dire on va créer un spécialiste des produits connectés. Et à un moment donné, il faut accepter que le marché du téléphone est arrivé à maturité. Que c'est un marché, lorsque le marché arrive à maturité, on est sur des marchés dans lesquels les marges baissent, dans lesquels il y a une pression extrêmement forte à faire du volume. Et ce n'est pas la vocation d'Innovate, d'être un distributeur de smartphones. C'est d'être un acteur qui va démocratiser les nouvelles technologies. Et le téléphone, c'est aujourd'hui un produit qui est mature en termes de part de marché, en termes de renouvellement. On n'est plus sur de l'acquisition. Et donc, 2018, on s'est déjà diversifié sur les accessoires. On a fait l'acquisition d'une société aussi dans les accessoires de téléphone pour commencer à compléter cet écosystème de produits. Et là, on démocratise un très grand nombre de produits. Alors, on a tout essayé. Tous les produits connectés, toute la French Tech, on les connaît tous, on les a tous accompagnés avec plus ou moins de succès, parce qu'en effet, il y a eu toute cette époque où les délégations de sociétés French Tech à Las Vegas, chaque année, c'était à combien d'entreprises on amène à Las Vegas pour aller montrer le savoir-faire français sur les produits connectés. Alors, il y avait de tout, la semelle connectée, le pot de fleurs connecté, voilà, tout plein d'idées, ça fleurissait, mais dans la réalité, peu de débouchés commerciaux, des produits trop chers. Et donc, beaucoup d'innovation, mais peu de réalité commerciale. Et donc, là, il faut encore une fois être résilient. C'est-à-dire se dire, c'est pas parce que le marché est pas là qu'il sera pas là un jour. Et donc, on a dû s'adapter. C'est pour ça qu'on a fait des accessoires de téléphone, on a fait d'autres catégories de produits, le temps que les objets connectés commencent réellement à émerger. Et si je peux simplifier juste Innovate en une phrase, si je comprends bien, c'est prendre une nouveauté et l'amener justement à être démocratisé jusqu'à arriver à maturité. Et là, entre guillemets, on a fait notre taf, on passe sur d'autres nouveautés, c'est à peu près ça ? Oui, alors, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, on est sur des marchés qui vont très vite. Et en fait, je pense qu'une des clés de succès d'une entreprise de notre époque, c'est sa capacité à se réinventer en permanence, à se transformer. Et alors qu'il y a 20 ans, voire 25 ans,
On parlait d'entreprises pure player, c'est-à-dire tu as un métier, tu fais que ça, et tu es un pure player. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dépassé et qui est même dangereux. C'est des stratégies qui ont tué des groupes incroyables. Alcatel, il y a eu toute une émission récemment passionnante sur le désastre industriel en France. Ça a été mené par des dirigeants qui ont eu cette stratégie de pure player, de dire non, mais en fait, il ne faut pas être diversifié, il faut avoir un seul métier, et puis il faut faire que ça. Et puis Alcatel a été complètement démantelé, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et ça a tué des groupes qui étaient extrêmement puissants. Et donc moi, c'est un peu la stratégie de diversification, c'est-à-dire de se dire qu'à un moment donné, c'est normal, il y a des marchés qui arrivent à maturité. Il faut accepter de les lâcher pour aller sur des nouveaux marchés, pour que l'entreprise soit en capacité de se réinventer en permanence. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un pari qui est réussi. Et on va le voir dans les axes de diversification qu'on a pris. Mais il ne faut pas avoir peur de se transformer. Et ça, c'est aussi une culture qu'on a su développer dans l'entreprise. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas peur. Nos équipes, elles sont prêtes. Elles ont cette agilité pour évoluer vers des nouveaux marchés. D'accord. Voilà. Et donc, pour poursuivre... Oui. Des smartphones, on est passé sur les accessoires de téléphone avec une volonté de relocaliser la production d'accessoires de téléphone. Donc, tu vois, je suis très fier parce que cette coque de téléphone, elle est produite en France, alors que tout le monde nous disait que ce n'était pas possible. Okay. Et donc, celle-là, on la fabrique en France depuis près de 4 ans maintenant. On a déjà fabriqué plus de 2 millions en étant aussi compétitif qu'un produit chinois qu'on apportait avant pendant des années. Okay. C'est là que tu commences à mettre ton pied un peu dans tout ce qui est environnemental, etc. Exactement. Et en fait, à cette époque, moi, j'ai été beaucoup sensibilisé par la COP21, par tous ces jeunes dans la rue qui disaient mort au plastique. Et je me dis, oulala, il se passe un truc, en fait. Et qu'est-ce que moi, je fais en tant qu'entrepreneur pour la société et pour cette nouvelle génération, parce que je vends des produits consuméristes. Le téléphone qu'on changeait très fréquemment, les accessoires qu'on prend, qu'on jette et ainsi de suite. Et donc, quand je me lance dans les accessoires, je me dis, il faut aussi que j'ai mon empreinte écologique sur ces produits-là. Et donc, je décide en 2019 de relocaliser la production des accessoires avec la marque Moovit. Et c'est un vrai succès commercial. Nos clients, les opérateurs télécoms, Orange le premier, nous suit sur cette stratégie-là. Et c'est un succès industriel. On a plus de 3 usines qui fabriquent pour nous aujourd'hui ces produits et qu'on est arrivé à entièrement relocaliser de Chine en étant au même prix qu'un produit chinois. Au même prix même de production aussi ? De production, tout à fait. C'est incroyable. C'est incroyable, mais souvent on me pose la question de comment c'est possible parce qu'on a toujours l'image qu'en Chine c'est moins cher. Ouais. Faut voir qu'en Chine aussi, il y a des augmentations de salaire, que le prix de l'électricité est aussi très cher, que le prix du carton est aussi très cher et que le coût de transport, il est aussi très élevé et il peut varier. Et donc, on a complètement repensé la chaîne de production en France, on a maîtrisé la matière première, on a intégré certains flux, on a intégré le packaging directement dans notre hub logistique en région lyonnaise. Et donc, on est arrivé à avoir un prix de revient extrêmement proche, voire aussi compétitif qu'un produit chinois. Incroyable, incroyable. Et niveau carbone, niveau empreinte carbone ? Avec un impact carbone de moins 98% par rapport à une provenance de Chine. Énorme. Donc, en fait, on gagne sur toute la ligne. Incroyable. Et donc, ça a été un vrai succès commercial. On continue et c'est aujourd'hui un de nos produits phares sur les accessoires, c'est cette production en France avec la marque Moovit qui est présente dans toutes les enseignes françaises. D'accord. Voilà. Et donc... continue sur cette lancée. Donc, les mobiles, on décide de se désengager progressivement du mobile avec un élément quand même accélérateur du désengagement. C'est le ban américain sur Huawei, décidé par Trump sous son premier mandat, qui décide de faire la guerre
à la Chine économique et entre autres à Huawei qui était un des fleurons de l'industrie Donc c'est quoi, chinoise. il bannit Huawei de l'Amérique? Alors, ouais, et puis il lui retire les licences ouais. Android. Et donc, très coup dur, parce que nous, à l'époque, on faisait près de 160 millions avec Huawei sur les Ah ouais. smartphones. Incroyable. Donc, énorme. Donc, gros coup de froid. Ouais. Mais c'est là encore résilience. Ben, faut pas lâcher, quoi. Donc, nous, on n'a jamais lâché Huawei parce qu'on a trouvé que cette décision, elle était injuste. Huawei était en train de passer numéro 1 en France devant Samsung le trimestre où la décision de Trump a été prise. Donc, on avait une trajectoire incroyable. Et on se prend ce coup dur. Mais voilà, je l'ai pris aussi comme un signal qu'il était temps de transformer le groupe, de se désengager progressivement des smartphones, tout en continuant à soutenir Huawei malgré cela, et d'aller à fond sur les accessoires, les objets connectés. Et là, eh ben, on s'est énormément diversifié. On est devenu aujourd'hui le leader français sur les produits connectés. On a fait rentrer des marques incroyables, DJI sur les drones, qui est devenu numéro 1 mondial. Donc très tôt, on avait découvert cette marque en 2016, en se disant que c'était une marque qui avait une vision de marché consumer extrêmement forte autour de la photo, de réinventer en fait la photo, parce qu'on avait un autre acteur français qui était Parrot, qui avait plutôt une vision à l'époque du drone jouet, avec les premiers drones. Mais DJI avait une approche beaucoup plus professionnelle avec la photo. Et donc, on a pris ce virage très tôt chez Innovate d'accompagner cette marque. Et on a accompagné plein de success stories comme ça, en fait. Des marques qui sont aujourd'hui devenues des leaders mondiaux. Et donc, je pense par exemple à Shox aussi sur les écouteurs à conduction osseuse, qu'on a démarré, pareil, en 2017, je crois. Qui est devenu aujourd'hui un gros leader des écouteurs audio par conduction osseuse. Et donc, dès qu'on voit des gens courir, en général, ils ont des Shox aux oreilles. Pareil, c'est une marque qu'on a accompagnée dès le début. Plus récemment, Roborock, une marque incroyable dans les robots aspirateurs connectés, qui est devenue leader mondial en 10 ans, qui a détrôné tous les autres, iRobot et autres, qui fait déjà plus de 2 milliards dans le monde. Un succès incroyable qu'on a accompagné en France. SViz sur les caméras connectées. Xiaomi, on a été les premiers à distribuer la trottinette électrique, qui a connu un fort succès. Et donc voilà, comme ça, Xgimi sur les vidéoprojecteurs laser, qui a complètement disrupté ce marché des vidéoprojecteurs qui était un peu plan-plan. Voilà, donc on a comme ça toute une série de marques partenaires qui sont des leaders, qui sont devenus des leaders sur leur segment. Ouais. Et donc le groupe s'est repositionné donc, depuis 2019 sur ces nouveaux marchés en acceptant de décroître l'activité smartphone. Les smartphones représentaient 85% de notre chiffre d'affaires. Ouais. L'année dernière, c'était moins de 15%. Et donc, on est reparti en croissance. Donc, après avoir accepté de décroître, donc on a accepté de décroître jusqu'à peu près 200 millions. Et en faisant monter nos autres activités et en acceptant d'arrêter. Donc, on a arrêté des contrats avec des fabricants de smartphones comme Honor et Nokia et autres pour se concentrer sur très peu de marques. Donc, on a Samsung qu'on garde, Nothing qui est une marque très exclusive et puis Huawei, bien sûr. Et puis, on a arrêté toutes les autres pour se concentrer sur les accessoires et les objets connectés. Et donc, comme ça, le groupe est reparti à partir de 2023 et avec une ambition, et là, on va en arriver à l'énergie. C'est que fin 2022, je me dis, bon, c'est super, on va à fond sur la maison connectée, parce qu'en fait, tous ces produits dont on parle, le robot aspirateur, le robot de piscine connecté, la tondeuse, parce qu'on fait aussi Segway, qui est une super produit de tondeuse connectée. En fait, on est en train de faire la maison connectée de demain. Mais cette maison connectée, il va falloir l'alimenter par des ressources d'énergie renouvelables. Parce que tous ces équipements nécessitent de l'énergie.
Et donc, c'est fin 2022 qu'on décide de créer Innovate Power. Le premier pôle s'appelant Innovate Connect, qui sont tous les produits connectés consumer qu'on vend auprès de toutes les grandes enseignes françaises. Innovate Power, là, on va s'adresser aux professionnels qui vont vendre ensuite à des réseaux d'installateurs et à la fin au client final souvent, des solutions d'énergie renouvelable. Et on signe un partenariat de master distributeur avec Huawei, qui est leader mondial dans le solaire, qui a à peu près 40% de part de marché sur les onduleurs, qui est un peu l'onduleur, c'est le cerveau d'une centrale photovoltaïque. Et donc, le marché, fin 2022, commence à exploser sur le solaire. On a la crise en Ukraine qui arrive, une demande énorme sur la partie solaire, et Huawei veut monter en puissance sur ce business du solaire. Ils nous connaissaient de l'époque du téléphone. Ils ont dit, vous ne nous avez pas lâchés. Vous avez toujours été avec nous, et donc ils nous font concourir sur un appel d'offres pour devenir distributeur de ces équipements solaires. Et donc on remporte cet appel d'offres. Et janvier 2023, on lance Innovate Power avec cette ambition de démocratiser les solutions d'énergie renouvelable pour le solaire. Ok. Et typiquement, c'est quoi? Donc, c'est la distribution directement aux installateurs, ou en fait, vous distribuez à des distributeurs d'installateurs? Alors, en tant que master distributeur, on est tout en haut de la chaîne. Ouais. Et en fait, on travaille avec un réseau de distributeurs spécialisés, donc une dizaine de spécialistes. Je pense à des entreprises incroyables comme le groupe Power, par exemple, à Nantes, qui a fait nombreuses acquisitions, et puis le rapprochement avec Axdis. Je crois que tu as interviewé il y a pas si longtemps. Thierry Orquet. Donc tu fournis à Axdis et Power, et eux, après, distribuent directement aux installateurs. Et voilà, exactement. Donc, on travaille avec des distributeurs spécialisés, donc une petite dizaine, qu'on a bien sélectionnés, qu'on accompagne avec une super équipe. On a monté une très, très bonne équipe technique, parce qu'il faut avoir aussi les compétences pour former ces distributeurs qui, eux, vont revendre ensuite à des installateurs. Ok. Moi, la question un peu naïve qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que Axdis ne peut pas directement recevoir les produits de Huawei et les distribuer eux-mêmes? Alors, en fait, il faut savoir que ces grands acteurs, ces grands industriels, comme Huawei, sont organisés avec des têtes de pont par pays. Et donc, il faut voir que, et c'est comme ça que ça fonctionne, même dans le consumer électronique. Souvent, j'ai aussi la question pourquoi ils ne vendent pas directement à la Fnac et ainsi de suite, parce qu'en fait, ils ont besoin d'un acteur qui va centraliser en fait l'ensemble des besoins avec un entrepôt logistique, mais aussi avec des flux financiers qui sont aussi importants à soutenir, parce que nous, on doit agréger en fait l'ensemble des demandes, centraliser, et puis aussi apporter du support, de la formation, d'être sur le terrain aussi auprès des installateurs. Donc, on a une super directrice technique, Zineb, qui est un peu notre star de la technique chez nous. Tout le monde l'adore parce qu'elle est sur le terrain, elle est au contact des équipes, des revendeurs, des installateurs, voilà, on a dispensé pas loin de 100 formations sur l'année. Et là, actuellement, on a même un camion Huawei avec tous les équipements, et on fait le tour de France pour former les installateurs à ces nouvelles technologies. Et donc, le pari qu'on a pris avec Huawei, c'est l'onduleur centralisé. Donc, c'est ce cerveau d'une centrale photovoltaïque qui est bourré de technologie, mais surtout qui est évolutif, qui va permettre de relier donc, ces panneaux solaires pour convertir en électricité, mais avec qui on peut rajouter une batterie de stockage. Et c'est en cela où Huawei est parfaitement reconnu, c'est le spécialiste de la batterie de stockage. Quand tu demandes à n'importe quel installateur aujourd'hui sur le marché quel est l'acteur de référence pour faire du stockage de batterie, c'est Huawei. Huawei, parce qu'ils ont eu cette vision très tôt sur le marché, ils ont les produits aujourd'hui technologiques les plus poussés, avec un niveau de qualité irréprochable en termes de SAV. Et c'est pour ça que le choix des pros se tourne vraiment sur Huawei, parce que c'est le niveau de qualité. Okay. Et bien sûr, la performance en termes de coût et de prix. Okay. Et moi, j'ai entendu des choses, et j'ai aucune compétence technique au niveau des panneaux, mais j'ai entendu que voilà, niveau écologie, il y avait des personnes qui critiquaient un peu les panneaux,
comme quoi la batterie, après 25 ans, une fois qu'elle est finie, peut-être 30 ans, je ne sais pas combien de temps c'est la durée de vie, au niveau recyclage, c'était pas top au niveau carbone. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça et qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, mais c'est un sujet de fond. C'est le même sujet pour les voitures électriques. Ouais. Donc, tout ça est en train de s'organiser. Il faut voir que les fabricants auront des obligations de mettre en place des circuits de recyclage sur les fins de vie. Donc, ça, c'est des sujets qui sont tout à fait aujourd'hui traités, abordés avec ces grands industriels. Donc, on travaille avec eux dans ces sujets de seconde vie, parce qu'il y aura aussi de la seconde vie, comme on l'a dans les téléphones, on l'aura aussi sur les batteries. Donc tout ça est en train de s'organiser, se structurer. Il faut voir que le marché de la batterie, elle démarre tout juste. Mais on est déjà en train de prévoir la fin de vie et le recyclage en fait de ces catégories de produits. Ok, et donc Innovate Power, actuellement, c'est que entre guillemets la distribution de solaire, ou est-ce que vous commencez un peu à partir aussi dans tout ce qui est pompe à chaleur Alors, en effet, du solaire, parce que tu vois que cette vision de départ qui est la maison connectée, qui doit être alimentée par des ressources d'énergie renouvelables, en fait. c'est Power. Et en partant du solaire, on s'est intéressé aux pompes à chaleur climatiseurs. On vient de signer un partenariat avec le groupe TCL, qui est numéro 3 mondial dans les pompes à chaleur climatiseurs, pour les accompagner aussi sur l'intégration de ces équipements, parce que finalement, les canaux de distribution sont assez similaires, même si les dynamiques de marché sont très différentes. On sait qu'aujourd'hui, le marché de la pompe à chaleur climatiseur, c'est quand même assez compliqué. On est sur un marché où il y a énormément d'offres. Donc, on compte aussi sur TCL pour apporter de plus en plus d'innovations connectées, pour que tout ça s'interconnecte avec une installation solaire Huawei, qu'elle puisse piloter demain sa pompe à chaleur, son climatiseur à distance. Donc, ça, il y a des choses qui sont dans le pipe là-dessus. Donc, on se diversifie progressivement sur ce secteur aussi qui fait partie des équipements de la maison. Et puis, troisième gros contrat qu'on a signé sur Power, dans le secteur professionnel, c'est les drones. Alors, les drones, parce qu'on connaissait bien DJI sur le consumer, mais il faut savoir qu'ils ont une dimension professionnelle extrêmement importante, où pareil, ils sont leaders mondiaux sur les drones professionnels, parce qu'un drone professionnel peut permettre d'avoir des gains de productivité énormes, typiquement pour une centrale au sol. Et donc aujourd'hui, on utilise ces drones-là pour faire de la supervision, de la maintenance de centrales solaires au sol. Et donc, ils sont équipés de capteurs thermiques, de lidar. Ils vont être capables de déceler, en survolant en fait une installation, des panneaux défaillants. Alors que jusqu'à présent, il fallait envoyer des gens au sol, tester panneau après panneau. Là, avec des caméras thermiques, on arrive à déceler un panneau défaillant sur une installation. Incroyable. Donc, on s'est lancé dans les drones professionnels en partant du solaire. Et finalement, avec DJI, on a un accord global sur tout le segment professionnel. On est master distributeur exclusif. Pareil, on travaille avec un réseau de revendeurs spécialisés. On ne vend pas directement à l'utilisateur. Et donc, dans tous les secteurs d'activité, pas simplement l'énergie, mais également la sécurité, avec des contrats via le ministère de la Défense, par le biais d'un distributeur qui est expert pour adresser ces marchés-là, mais également donc, surveillance, les pompiers, la construction, le domaine du BTP, parce que en fait, les drones sont utilisés pour faire des relevés topographiques d'un chantier. Et donc, ça fait énormément de gains de temps pour les architectes. L'agriculture, parce que aussi, pareil, les drones peuvent permettre aujourd'hui de détecter des zones qui sont plus arides, pouvoir aussi faire des arrosages dans certaines zones, sur des vignes, par exemple, qui seraient en pente. Donc, en fait, les drones ont des usages dans le segment professionnel de plus en plus importants. Et donc, on accompagne avec, pareil, une équipe dédiée, de la formation, des experts métiers. Là, on vient de présenter une toute nouvelle génération de drones autonomes qui s'appelle le Dog 3. C'est incroyable. Moi, je suis bluffé par ces produits-là. En fait, c'est un drone qui est dans une boîte, qui est piloté entièrement à distance. Donc, il n'y a plus besoin d'un télépilote sur site. Ah ouais. On installe la boîte. Elle est reliée à Internet ou avec une carte 4G et puis éventuellement une petite installation solaire.
La boîte s'ouvre, le drone décolle, on lui a programmé son parcours, il fait son relevé tout seul, il revient, il se pose, il se recharge et il télécharge les fichiers. Incroyable. Et là, on voit qu'on est au début d'une nouvelle ère. Et donc voilà, donc là, on est en train de démocratiser les drones autonomes avec DJI. Incroyable, incroyable. On va parler justement, parce que tu étais à Vivatech il y a quelques semaines, et juste avant, je voulais te parler aussi de Thierry Roquet. Tu sais, on a parlé de lui de X10. En fait, il était à ta place, et ce qu'il disait, c'était que lui, il voyait le futur de l'énergie. Enfin, le vrai thème de l'énergie, ça va être la flexibilité énergétique. C'est ce qu'il disait lui. Est-ce que toi aussi, tu sens que le futur, ce sera ça, c'est pouvoir contrôler sa pompe à chaleur avec son téléphone. Et justement, comment est-ce que Innovate, avec les technologies que vous avez, comment est-ce que vous pouvez lier ça, peut-être avec l'intelligence artificielle, etc. Je partage complètement cette vision-là parce que, et c'est la vision que nous, on porte avec cette maison connectée. C'est de se dire que si on veut avoir les meilleurs gains énergétiques, il faut que tout ça s'orchestre parfaitement. C'est-à-dire le déclenchement de la pompe à chaleur, le déclenchement de la recharge du véhicule dans les beaux moments de la journée en fonction de l'ensoleillement, en fonction de ce qu'on a déjà en stockage dans sa batterie. En fait, pour tout ça, il faut de l'IA et il faut de l'intelligence. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on travaille très étroitement avec Huawei sur le cerveau de la centrale, qui est l'onduleur, sur lequel on a un équipement qui s'appelle EMA, qui se rajoute sur une centrale et qui va pouvoir s'interconnecter avec tous les équipements de la maison et décider de déclencher au bon moment la pompe à chaleur, la recharge véhicule. Et tout ça, bien sûr, avec un suivi sur son smartphone avec une application. Donc, c'est dans la vision qu'on a, en effet, d'avoir cette énergie qui sera de plus en plus flexible. C'est l'avenir énergétique, hein, c'est avoir un plus juste contrôle de ses consommations et de l'usage des énergies qu'on en fait. Ok, et c'est quoi ta vision globale alors du marché de l'énergie renouvelable? Parce qu'on a compris que Innovate prend des marchés un peu qui ont besoin de se faire démocratiser, donc c'est complètement le cas du marché de l'énergie renouvelable, en tout cas en France, dans le monde entier. C'est quoi ta vision un peu globale de ce marché-là? Est-ce que tu es plutôt optimiste par rapport à tout ce qui se passe? Je ne sais pas si tu suis un peu tout ce qui se passe aussi un peu en ce moment. C'est vrai que c'est compliqué pour les boîtes de rénovation, etc., dans tout ce qui se passe au niveau des subventions. Toi, c'est quoi un peu ta vision du secteur et comment Innovate se positionne dessus? Je pense que le solaire a un avenir brillant. Parce que c'est une énergie qui est gratuite, que les technologies avancent extrêmement vite et donc rendent les panneaux et le stockage de plus en plus accessibles et donc moins coûteux avec des ROI qui sont de mieux en mieux pour le client. Donc même si on sait qu'en France, on a un des coûts de l'énergie le plus bas en Europe, qui fait que ce marché est un peu plus lent que dans d'autres pays européens, sur le long terme, on sait que le prix de l'électricité va continuer d'augmenter. Je pense que le consommateur n'est pas à convaincre. Tout le monde sait que le prix de l'électricité va augmenter dans les années qui viennent. Et donc là, on a une réponse avec le solaire qui est un vrai complément ou une alternative. Que le rêve, c'est de tendre vers l'autonomie, l'autoconsommation, que les technologies sont de plus en plus matures, avec des coûts de batterie qui n'arrêtent pas de baisser et être de plus en plus accessibles. Donc voilà, je pense qu'on tend vers cette vision qui était un fantasme il y a une dizaine d'années, qui devient de plus en plus une réalité, qui est d'être en autoconsommation et en autonomie complète. Ça, tu penses qu'on peut y arriver, être en autoconsommation? Oui, je pense qu'on va y arriver dans les 10 prochaines années avec les technologies qui sont en train d'arriver sur le solaire, la captation, le coût des panneaux et le fait que les batteries soient de plus en plus abordables. Ouais, parce qu'on voit aussi nos concurrents, les pays un peu de l'Europe comme le Portugal, je crois qu'ils arrivent à être en autoconsommation. Ils ont déjà fait un test de 1 semaine en full autoconsommation niveau solaire, donc ça montre qu'on peut le faire aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc justement, alors au niveau de Innovate, après, est-ce qu'il y a d'autres, il n'y a pas de pôle installation, vous n'avez pas envie de lancer, je ne sais pas moi, une filiale d'installation, ça n'existe pas chez vous? Non, alors on a une toute petite activité d'installation qui est plus un laboratoire pour nous. C'est-à-dire c'est plutôt c'est vie ma vie, quoi. C'est comprendre la vie de l'installateur, bien sûr. les difficultés. Donc on a une toute petite entité qui s'appelle Spireco pour justement tester
valider, invalider parfois certains choix, certains produits. Donc, c'est plutôt à titre de laboratoire. Mais ça n'a pas vocation à être une activité chez nous. Notre métier principal, c'est le métier de master distributeur et de démocratiser les technologies en apportant du support, de la formation, des outils pour permettre aux professionnels de se développer. Ouais, bien sûr, et j'imagine que ça apporte une réalité du terrain en fait. C'est ça. Ouais, super important. Et donc voilà. Aujourd'hui, on est en juin, pour ceux qui nous regardent peut-être un peu plus tard. Et il y a une semaine, tu étais au salon Vivatech. Donc, j'ai vu les vidéos un peu sur BFM. J'ai vu des chiens robots, j'ai vu des robots courir un peu de partout. C'est quoi concrètement? Parce que j'imagine que ce n'est pas juste du fun. Je pense que ça va avoir une utilité dans le futur. Est-ce qu'on pourrait voir aussi, pour faire un lien aussi avec notre chaîne, des installateurs robots un jour? C'est quoi le futur en fait au niveau des robots? Alors en effet, on était à Vivatech la semaine dernière, sur lequel on a présenté une toute nouvelle génération de robots humanoïdes et de robots quadrupèdes. En effet, avec Innovate Power, on se lance dans l'ère de la robotique intelligente. Et là, c'est plutôt une vision à 5-10 ans. Donc, je te dis, on est chez Innovate, on essaie d'être visionnaire, Bien sûr, bien sûr. même si ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, on essaie de se projeter. Et en fait, c'est une vision qui devient de plus en plus proche. Je te parle de 5-10 ans, mais en fait, ces robots, ils sont déjà là. Ils sont déjà industriels et ils sont déjà commercialisables. Donc, c'est pour ça qu'on est, nous, dans cette phase de démocratisation de cette robotique. Donc, juste pour revenir un petit peu sur Innovate, comme je te le disais, depuis 2023, on a pris ce virage Power, on a une forte accélération. Le groupe a fait plus de 31% de croissance en 2024. On a fini 2024 à 260 millions d'euros avec 200 personnes dans le groupe. Donc, c'est une croissance très soutenue, à la fois sur l'activité consumer, qui a cru, elle, de 14%, sur un marché qui n'est pas évident. Le marché du consumer souffre aujourd'hui, dans le retail, mais malgré tout, les choix qu'on a faits sur nos marchés s'avèrent payants. Et puis, sur l'activité Power, on est à plus de 200% de croissance. C'est énorme. Donc, on est en hyper-croissance sur Power avec Huawei, avec DJI, et puis maintenant, avec le démarrage de ces robots quadrupèdes, robots humanoïdes. Et donc, l'ambition, c'est en effet d'accompagner le développement de ces nouveaux marchés en démarrant principalement par les universités, les écoles d'ingénieurs. Il y a un besoin énorme sur l'apprentissage, d'avoir des plateformes de développement. Et donc, on a signé un partenariat stratégique avec Unitree Robotics, qui est le leader mondial des robots humanoïdes. On a présenté à Vivatech la toute dernière génération, le G1, qui est un petit robot qui fait 1m30, 35 kg, mais avec une flexibilité de mouvement. Et puis, on l'a fait courir. On a l'impression que c'est un homme qui court. C'est-à-dire que les mouvements sont de plus en plus proches de celui de l'homme. Et donc, ce robot, il est programmable. Donc, l'ambition qu'on a, c'est d'y mettre de l'intelligence française. Tout comme on a fait de la relocalisation industrielle pour des accessoires, aujourd'hui, on réfléchit dans cette coopération industrielle avec Unitree à y mettre nos logiciels. Et donc, le métier d'Innovate est en train de changer. On était distributeur initialement. On est devenu un peu fabricant. Et puis là, on devient développeur de logiciels, intégrateur de logiciels d'IA. Donc ça, c'est la troisième étape pour nous de développement du groupe. C'est d'intégrer justement de l'IA, du soft dans ces robots. Et donc, d'abord auprès des étudiants, auprès des universités, puis de monter des use cases avec de nombreux professionnels. On a énormément de demandes. C'est un truc de dingue. Ça intéresse, ça passionne tout le monde. Ça fascine tout le monde. Ça peut faire peur. Donc, notre rôle, c'est aussi de démocratiser, donc de montrer que ce sont des machines qu'on peut apprivoiser, qu'on peut rendre intelligentes, utiles, et dans certains métiers, avoir des gains de productivité très importants. Répondre aussi à certains métiers sur la pénibilité du travail ou à des pénuries d'emploi. Il y a certains métiers dans la logistique, par exemple, on n'arrive plus à recruter dans certaines régions de France. Donc, c'est aussi une réponse
à aider les entreprises à se développer. On parle de l'industrie du futur. Et il faut que la France, on soit pionnier parce qu'on a des super ingénieurs et qu'on arrive à mettre cette intelligence au travail en coopérant avec des Chinois, avec des équipements, avec du hardware, mais d'y mettre notre valeur ajoutée et de créer des produits exceptionnels pour permettre à nos entreprises d'être plus compétitives. Est-ce qu'on peut dire que tu concurrences Elon Musk? Ah non, j'aurais surtout pas cette prétention. En tout cas, aucune ambition politique. Ouais. Non, on en est très, très, très loin. Elon Musk avec Optimus, alors c'était intéressant parce qu'à Vivatech, il y avait Optimus, mais il était dans une cage, il bougeait pas. Et puis nous, on allait lui faire un petit coucou avec notre robot quadrupède. On est devenu, on lui a fait un petit coucou et notre robot quadrupède lui a fait un cœur. Voilà, donc c'est bien. Donc on est très, très admiratif de Tesla et d'Optimus. Ok. Et donc justement, les ambitions, pour revenir un peu sur l'énergie, est-ce qu'on pourrait, enfin, quelle nouveauté on pourrait voir dans le monde de l'énergie grâce à ces nouvelles technologies? Qu'est-ce que ça peut apporter pour réduire un peu tout ce qui est voilà, le carbone en France? Comment est-ce qu'on peut améliorer peut-être les métiers de rénovation, etc. C'est quoi ta vision sur ça? Alors, les drones, déjà, c'est déjà une réalité. Je parlais de la maintenance, de la supervision. Du calpinage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait avec un drone faire une vue aérienne et définir un plan d'implantation de panneaux solaires sur une maison. C'est déjà une réalité. Donc, on était présent dans plusieurs salons du solaire avec DJI où on a présenté des cas concrets d'usage des drones pour gagner en productivité sur des installations de panneaux solaires. Donc ça, c'est déjà des applications qui sont existantes et disponibles. D'ailleurs, on a certains partenaires de la session comme Voltaneo qui sont devenus distributeurs de DJI pour former des installateurs à l'usage des drones. Dans un second temps, les robots, alors tout le monde cherche des applications dans son domaine. C'est vrai que les robots vont nous aider aussi à pouvoir porter, à pouvoir transporter. On a un robot quadrupède, le B2W, qui a des roues, qui a un gros chien. assez haut, mais qui peut porter près de 80 kilos. Donc on peut imaginer en effet pour des déplacements, lorsqu'il faut porter des onduleurs, des panneaux solaires, qui puissent être aussi mis à contribution. Et ils peuvent aussi monter dans des zones assez complexes. On va utiliser aussi ces robots dans le domaine de la sécurité, du secourisme, auprès de pompiers. On est en train de les tester aujourd'hui dans des installations où il y a des éboulements pour pouvoir scanner des zones et qui puissent intervenir directement en soutien à des secouristes. Et je voulais te faire réagir aussi, je ne sais pas si tu connais Jean-Marc Jancovici, le créateur du bilan carbone. Donc c'est quand même une grande figure du milieu énergétique, transition écologique, énergétique. Et il y a quelques temps, il était dans un interview, je ne sais plus où, et il parlait en fait de l'IA. Alors moi, je suis d'accord avec plein de choses sur lesquelles il parle, mais au niveau de l'IA, donc il disait qu'il trouvait ça aberrant le nombre d'argent qu'on investit dans l'IA comparé à l'argent qu'on peut investir dans nos forêts, dans notre environnement. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Limite, il disait que l'IA, c'est un gadget. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense que justement, l'IA peut aider justement à aider ces forêts. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, c'est toujours un sujet sensible, dès qu'on s'attaque un peu à l'écologie. Marchand des œufs. C'est vrai. Et moi, j'y suis particulièrement sensible avec la démarche de relocalisation qu'on a eue, l'impact carbone de nos métiers. Donc, en effet, je pense que c'est pas forcément l'un ou l'autre. Il faut voir que, bien sûr, il y a des efforts importants qu'on peut encore faire pour la reforestation, pour préserver certaines zones. Replanter. Donc ça, il y a des actions à mener qui ne coûtent pas forcément non plus très cher. Alors que l'IA, il y a des investissements colossaux à faire. Quand on voit aujourd'hui les moyens que mettent les États-Unis ou la Chine sur ce sujet-là, on a la chance en France d'avoir des savoir-faire, des boîtes comme Mistral AI, mais énormément de sociétés qui ont des compétences d'ingénierie, de software, d'algorithmes
sur lesquels il faut capitaliser. C'est-à-dire que il y a certains métiers, on peut parler des panneaux solaires, Bien sûr. où on se décide de refabriquer des panneaux solaires en France. C'est pas simple. Je pense que c'est des combats difficiles à mener lorsqu'on voit l'avance qu'ont la Chine sur la fabrication de ces panneaux. Moi, je prône plutôt la complémentarité, savoir où sont nos forces, mettre en place des partenariats avec des industriels sur lesquels on peut créer de la valeur. C'est ce qu'on fait avec des boîtes comme DJI, comme Huawei ou demain avec Unitree. On a de la valeur à créer en local. Et donc, il faut surinvestir. Je pense qu'il faut surinvestir sur ces technologies françaises pour se rendre indispensable demain auprès de ces acteurs qui font du hardware. Ok. Alors, c'est quoi le futur de Innovate? Dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 1 an, parce que ça va très vite dans ce secteur. C'est quoi le futur, ta Dans vision? 10 ans, je ne peux pas le dire. Ça va trop vite. Mais voilà, aujourd'hui, on est autour de... Nous, notre vision, c'est cette maison connectée qui doit être autonome énergétiquement. Donc, c'est de développer tout cet écosystème à la fois de produits grand public et de solutions technologiques pour tendre vers cette autonomie. Ça nous a amené au drone professionnel. Ça nous amène aujourd'hui à la robotique. On pense que la robotique va transformer nos industries. Et donc, on a envie de contribuer, de participer à cette révolution-là. Ok. Alors, juste avant de finir, pour revenir un peu au niveau de l'entrepreneuriat, parce que je pose la question toujours aux entrepreneurs que je reçois, parce que je ne reçois pas que des entrepreneurs, mais je leur pose la question un peu au niveau des conseils qu'ils peuvent donner. Alors, d'habitude, c'est souvent des conseils bateaux et que tout le monde a entendu, être résilient, etc. Je voudrais que tu donnes un petit conseil pour les jeunes qui peuvent nous regarder. Et même moi, je suis jeune et aussi je pourrais prendre ces conseils. Comment est-ce que... quel conseil tu peux donner un peu original, peut-être même très concret sur quel business partir, etc. Sur quel marché se lancer aujourd'hui en 2025, 2026. C'est quoi ta vision un peu? Quel conseil tu pourrais donner un peu à un entrepreneur? Je pense que au-delà en fait des évolutions technologiques, moi le conseil que je donne souvent aux jeunes, c'est de regarder l'évolution sociétale. C'est-à-dire que souvent on a tendance à essayer de réagir par rapport à une technologie, mais ce qui est souvent plus pragmatique et qui a une meilleure écoute sur le marché, c'est comment les gens changent leur mode de vie, fonctionnent différemment. Et donc, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute des évolutions sociétales, de son environnement, pour identifier justement les vraies transformations qui sont en train de se faire dans notre marché, pour les accompagner. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. C'était vraiment super. Et franchement, déjà, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps parce que je sais que tu es beaucoup pris. Et écoute, on va suivre l'évolution de Innovate qui est déjà énorme et voir un peu les produits qu'ils vont proposer. Et peut-être qu'on aura un robot qui te parlera à ma place la prochaine fois, je ne sais pas. Merci beaucoup, Stéphane. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt sur ILA26. C'était Yannick. Salut.